Dans ce module-ci, vous avez vu comment fonctionnent les machines à vecteurs de support, connues sous leur acronyme anglais SVM. Et dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer une application de ça en traitement automatique des langues pour une tâche classique qu'on appelle la classification de documents. Donc, j'ai un gros corpus qu'on appelle le corpus Reuters, qui est en fait constitué des nouvelles financières de l'agence de presse Reuters. Et il y a là-dedans pas loin de 11 000 articles de journaux qui sont catégorisés en 90 catégories différentes. Vous les avez ici sous les yeux, dans une représentation qu'on appelle nuage de points. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de représentation-là. Ici, la taille de la police m'indique la fréquence d'utilisation de cette catégorie-là dans mon corpus. Donc, par exemple, Earn, qui est pour Earnings, est une catégorie qui revient très souvent, parce que ce sont des nouvelles financières, donc c'est les rapports financiers des compagnies. Alors que d'autres catégories sont beaucoup plus rares. Par exemple, en haut à droite, vous voyez Yen. Il n'y a pas beaucoup de texte qui se rapporte au Yen. Nous, on va faire ensemble un SVM qui va apprendre à distinguer la catégorie Wheat, donc les textes qui parlent de blé spécifiquement, donc en fait le blé dans le contexte de la finance, versus tout le reste. Bon, regardons ensemble 4 textes. On ne va pas regarder tous les textes, je vous montre juste les titres. Déjà, avec le titre, on voit à peu près de quoi parle chacun des textes. Les deux premiers ont en commun d'être associés à la catégorie Wheat. Ils peuvent aussi être associés à d'autres catégories. Donc, par exemple, le deuxième texte est associé à plusieurs catégories parce que ça parle des transactions financières faites sur différents types de grains. Les deux autres textes n'ont pas vraiment rapport avec l'agriculture du grain ou du blé en particulier. Et donc, ces deux derniers-là vont faire partie de ce qu'on appelle la classe négative et les deux premiers font partie de la classe positive, donc la classe qu'on cherche à reconnaître par rapport à tout le reste. On a déjà vu ensemble dans une capsule antérieure comment transformer un document en vecteur avec les scores TF-IDF. Donc ici, je vous mets une partie des vecteurs TF-IDF de chacun de ces 4 textes-là. Et vous voyez ici, de façon visuelle, là, les dimensions qui sont plus ou moins fortement associées à chacun des documents. Je vous rappelle que les dimensions sont les éléments du vocabulaire qu'on retrouve dans le corpus. On avait à peu près 10 000. En fait, on a 10 278 dimensions différentes. Donc, on a une matrice là, qui fait à peu près 11 000 documents par 10 000 dimensions. Donc, ça nous fait à peu près 110 millions de valeurs numériques dans notre matrice. Et l'idée, c'est qu'on espère que les vecteurs de texte qui sont sémantiquement proches vont se ressembler un peu plus que ceux de vecteurs qui ne sont pas sémantiquement proches. Donc, voyons de quoi ça a l'air si on projette ça sur un espace en 2 dimensions. Donc, le graphique suivant vous montre tout mon espace avec un point qui représente un document. On a déjà vu dans la capsule antérieure ce genre de représentation-là. Et j'ai mis en noir les 4 textes qui nous intéressent. Donc, vous voyez que les 2 textes de la classe positive sont un petit peu plus proches que les 2 autres. Et donc, ça veut dire que notre modèle a quand même capté quelque chose. Et vous voyez aussi qu'il y a clairement des grappes identifiables dans notre graphe qui vont correspondre à différents thèmes abordés dans les articles de ce corpus-là. On peut aussi regarder les textes de la classe positive versus ceux de la classe négative. Ici, en gris, ce sont les textes de la classe négative et ceux en rouge sont ceux de la classe positive. Il y a 2 choses que je veux vous faire observer ici. D'abord, les textes en rouge, donc les textes qui traitent de blé, sont plus ou moins groupés dans mon espace. Bon, pas de façon parfaite, mais quand même, il y a une certaine zone où il y a une forte concentration de points rouges. L'autre chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de points gris que de points rouges, parce que dans mon corpus, il y a beaucoup plus de textes qui ne parlent pas de blé que de textes qui parlent de blé. Et ça va être important tout à l'heure, on va y revenir. Pour voir un peu qu'est-ce qui se passe, on va focusser sur un petit échantillon du corpus. Ici, j'ai pris autant de points positifs que de points négatifs pour voir si j'arrive à tracer une ligne.
Et donc, la ligne que je vous mets là, c'est pas juste moi qui l'ai tracée à la main. Là, c'est la ligne qui a été acquise automatiquement par le classifieur SVM qui me dit, bon, ben, ça, c'est ce qui tranche entre la classe positive puis la classe négative. Ici, vous voyez qu'il y a quand même des points rouges qui sont en dessous de la ligne. Il y a des points gris qui sont au-dessus de la ligne. Ça veut dire que quand je vais tester, je vais me rendre compte que j'ai des faux négatifs, des faux positifs, donc des textes qui vont être mal catégorisés parce que mes données ne sont pas hyper bien séparées dans mon espace et je n'arrive pas à faire une ligne qui trace de façon parfaite la limite entre mes deux classes. Vous avez peut-être vu dans les capsules, dans les capsules que vous avez vues dans ce cours-ci, ou peut-être si vous avez regardé en ligne, souvent on va travailler sur des données un peu factices, des données un peu idéalisées. On a des belles grappes là, de classes positives, de classes négatives qui sont très bien séparées. On arrive à tracer une ligne, c'est parfait. La réalité n'est pas toujours comme ça. Ça, c'est un bel exemple, notamment dans les corpus textuels. C'est très rare que nos données sont vraiment très bien séparées. Néanmoins, si j'entraîne mon SVM et que je fais une évaluation là-dessus, j'arrive quand même à des scores pas si pires. Donc ça, c'est l'évaluation de la performance sur la section de test du corpus qui contient seulement 71 documents de la classe positive et près de 3000 documents de la classe négative. La précision, c'est quand je prédis qu'un document appartient à une classe positive ou négative, est-ce que je me trompe ou pas? Donc, si je me trompe, ça fait baisser la précision. Le rappel, c'est parmi les textes qui sont supposés être positifs ou négatifs, quelle proportion que je suis capable de retrouver. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que j'ai seulement 45 de rappels sur la classe positive, ce qui veut dire que j'ai seulement reconnu à peu près un peu moins que la moitié des documents qui traitent de blé. J'ai donc beaucoup de faux négatifs. Pourquoi? Ça, c'est parce que mon corpus est très débalancé. Donc, le système a un peu appris à favoriser la classe négative. C'est-à-dire que dans un cas où je ne suis pas trop certain, si je parie que c'est la classe négative, j'ai des bonnes chances d'avoir la bonne réponse, en fait. Donc, le système a un biais envers la classe négative. Ce que je peux faire pour pallier ça, c'est prendre un échantillon de ma classe négative et réentraîner avec autant de textes de la classe positive que de textes de la classe négative. Et là, ça me donne un bien meilleur score avec un rappel de 77 %. Par contre, ça fait baisser la précision. Mais si je prends un peu la fusion de ces deux-là, entre précision et rappel, qui est ce qu'on appelle le score F1, ça me donne 99 % pour la classe négative, 71 % pour la classe positive, pour une moyenne de 85 %. Ce qui est un score assez typique auquel on arrive avec un modèle un peu brutal, c'est-à-dire que là, j'ai fait aucun pré-traitement, j'ai juste pris mes données, j'ai pitché ça dans mon SVM, ça a appris à catégoriser, j'ai 85 %. Sur des tâches de classification textuelle, c'est typique. Maintenant, si je veux aller chercher 90-95 % de score F1, il va falloir travailler un peu plus. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux, par exemple, retravailler les mots que j'utilise dans mon corpus. Peut-être que d'utiliser les mots fléchis où j'ai une distinction entre, par exemple, toutes les formes du verbe être. J'ai suis, était, sont, etc. Je pourrais ramener tout ça à la forme de base être. Et donc, peut-être que ça va améliorer mon score. Peut-être qu'il y a des mots que je peux filtrer. Bref, il y a toutes sortes de choses que je peux faire. Je peux peut-être aussi utiliser d'autres types de vecteurs que les vecteurs TF-IDF. Et donc, pour arriver à la meilleure performance possible, je vais vouloir tester beaucoup de modèles. Ce qui veut dire que je ne veux pas que ça me prenne 3 heures à chaque fois que j'entraîne un nouveau modèle pour obtenir mes résultats. Une façon d'y arriver, c'est de réduire la taille des matrices. On a dit tout à l'heure qu'on avait une matrice à peu près 110 millions de valeurs numériques. C'est très gros. Sur mon disque, ça prend près de 900 mégabytes. Et pour cruncher tous ces chiffres-là dans un classificateur pendant la période d'entraînement, ça prend du temps. Mais on peut prendre un espace à n dimensions et le projeter sur un espace à moins de dimensions. C'est ce que j'ai fait, par exemple, pour vous tracer les plans en 2 dimensions. Je suis passé de 10 000 à 2, ce qui est un peu extrême,
mais c'est arbitraire. J'aurais pu passer à 3 dimensions, j'aurais pu passer à 1000 dimensions, à 3000 dimensions. Et à chaque fois, ça aurait considérablement réduit la taille de ma matrice et donc le temps d'entraînement. Donc, ce que j'ai fait et ce que le graphe vous montre ici, c'est que j'ai réduit à différentes dimensions et j'ai réentraîné mon SVM, j'ai recalculé le score F1 avec le corpus brut, donc sans balancer les exemples positifs et négatifs. Et ce qu'on voit, c'est qu'en bas de 300 dimensions, la performance diminue considérablement. À partir de 30, là, à moins de 30 dimensions, j'ai un score F1 de 50 %, ce qui est absolument médiocre pour une classification binaire. C'est finalement aussi bon que de lancer un médecin scène. Donc, ça veut dire qu'en bas de 100 dimensions, je perds trop d'informations, je n'arrive pas à apprendre quelque chose. Mais à partir de 300 dimensions, j'ai déjà un score F1 de presque 80 %. Puis quand même que je monterais jusqu'à toute ma matrice à 10 278 dimensions, ça monte à 81, 82 %, quelque chose comme ça. Donc, il n'y a pas un gros gain à multiplier les dimensions, à passer de 300 à 10 000. Par contre, si vous regardez le coût en termes de temps de calcul, je passe d'environ 1 seconde pour 300 dimensions à 25 secondes pour 10 000 dimensions. Bon, si c'est quelque chose que je fais une fois, c'est pas grave, je suis capable d'attendre 25 secondes. Mais si je veux réentraîner plusieurs modèles pour tester différents scénarios, différents paramètres, si j'ai un corpus qui n'est pas de 10 000 textes, mais qui a 400 millions de textes, là, ça devient important d'optimiser le temps de calcul. Et donc, probablement que je vais vouloir toujours réduire mes dimensions à quelque chose qui est un genre de compromis entre la performance puis le temps de calcul nécessaire. Donc, dans mon cas ici, probablement 300, 500 dimensions.